on va parler smartphone, Laure. C'est-à-dire non. ce que tu connais le mieux, je pense, dans la tech. Je pense. Hein. Je crois. Ah, je pense parce qu'on va rappeler qui tu es. Laure, tu es, alors je sais jamais, chef de service ouais. du mobilité, c'est-à-dire smartphone. Téléphonie. Hein. Téléphonie, on dit. Ouais, parce que mobilité, on disait ça au début. Ouais, c'est vrai. Et en fait, mobilité maintenant. Ça veut dire voiture, ça évoque la mobilité électrique ouais, et c'est pas du tout mon rayon. On est d'accord. Téléphonie, tablette. Moi qui ai un vélo pas électrique. Mais surtout téléphonie. Surtout téléphonie, les tablettes et puis les montres connectées, évidemment. Et les montres connectées, bien sûr. Tout ce qui est portable, qui se déplace, très portable avec un système d'exploitation intégré dessus. Machin connecté qui se déplace, oui, exactement. Ça se passe par chez moi. Et donc, tu es la mieux placée, je pense, pour nous expliquer déjà comment on choisit un smartphone, en fait. Ah oui, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, il n'y a plus de chansons. Il y a bientôt des chansons. Alors, je sais plus ta question, pardon, j'ai bugué. Non, j'ai dit, je suis rentré dans le vif du sujet. Perdu le fil. Alors déjà, il y a une question de Umigetsu. Oui. Ça fait quasi 10 ans maintenant, il demande. Je sais pas de quoi il parle. Quoi donc? Bah toi. Moi? Mais non, il doit parler de... Je sais pas. Non, d'Intel. Tu crois? Non, pas de moi, Je suis pas sûr. Hein. Ça fait depuis combien de temps tu es sur le numérique? Ça fait un peu plus de 4 ans. Ok. Figure-toi, c'est passé vite. Hein. Ça va vite de fou. C'est passé vite. Et comme c'est. Et alors, parenthèse, tu as toujours fait du smartphone, toi, sur le numérique? Sur le numérique, oui. Ouais. Oui, tout et à avant fait. ça, tu faisais quoi? Parce que tant qu'on y est là, j'en profite. La tech et du smartphone, de la tech en général. Donc, okay. tu vois, c'était tout à fait parent. Mais bon, ça me permet d'avoir un bon recul sur ce qui se fait et ce qui s'est fait par le passé. Bah oui. Et j'en ai vu passer oui, parce que la dernière fois, on voyait, c'était, vous faisiez, je sais plus combien de centaines de smartphones par an sur les numériques. Je me rappelle plus exactement combien. Ouais, une centaine, je crois. Non, un peu moins de 100. J'ai pas le chiffre, je t'avoue. Mais beaucoup. Mais plein. Beaucoup. Plein, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. Il y a Vicasseur qui dit, alors c'est ultra précis, les 5 critères pour choisir. 5 ? Okay. Est-ce qu'il y en a que 5? Est-ce qu'il y en a moins de 5? Est-ce qu'il y en a plus de 5? Toi, comme ça, de but en blanc, tu nous dirais, c'est quoi les critères? Comment on choisit? D'abord, il ne faut pas se leurrer. Des smartphones, il y en a à tous les prix. Donc, je pense qu'il faut déjà déterminer un budget. Parce qu'avant ça ne sert à rien de discuter. Donc, il faut se mettre un budget plafond pour arriver à choisir. C'est sûr que si tu veux un gros téléphone, un gros appareil photo et que tu n'as pas le budget, ça ne sert à rien. Autant commencer par le budget. Je pense qu'il faut y penser en premier parce qu'on peut en avoir à moins de 100 € avec une expérience qui va être plus modeste, évidemment, mais on peut en avoir à pas loin de 2000 € et parfois même un peu plus de 2000 €, ce qui est énorme. Donc il faut quand même se préparer à débourser un petit peu de sous pour obtenir ce qu'on souhaite si on veut tout sans aucun compromis. Une fois qu'on a déjà réfléchi à ça, il faut voir quels critères sont importants pour soi. Tu me parlais tout à l'heure de la photo, c'est un des critères les plus importants, évidemment, parce que le meilleur appareil photo, c'est un peu un topos de dire ça, mais c'est celui qu'on a dans sa poche. Et le smartphone répond parfaitement à cette exigence-là. Donc, si on souhaite faire des photos, autant choisir le meilleur, en tout cas selon ses usages, pour le faire. En revanche, si on ne prend pas beaucoup de photos, c'est peut-être pas la peine non plus de dépenser des fortunes dans un produit qui sera au top du top dans ce domaine. Oui. D'autant que, en général, j'ai remarqué, tu me diras si je me trompe, mais que le switch de prix des smartphones, c'est vraiment en fonction d'une certaine qualité photo en fait très élevée. Ouais, à ce niveau-là, après il y a le processeur et tout qui rentre en compte dans le prix, mais à chaque fois que tu veux aller vers de la photographie un peu très quali, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ouais. Alors attends, j'ai 2 critères là. Le 3e, on n'est pas dans l'ordre. Hein. On n'est pas dans l'ordre, on le fait un peu au hasard. L'autonomie. Oui. L'autonomie, c'est hyper important. Avoir un smartphone qui fait tout très bien, c'est super. Mais s'il faut le recharger au milieu de la journée, c'est déjà beaucoup moins bien. Donc l'autonomie des smartphones, de tout ce qui est produit connecté et qu'on balade avec soi dans la journée, c'est primordial. Donc c'est vraiment un critère, sauf pour des gens pour qui c'est pas important parce que ils sont beaucoup chez eux parce que c'est pas vraiment ils ont un chargeur à proximité parce qu'ils ont des chargeurs à proximité, parce que voilà, il y a plein de raisons qui font que c'est pas forcément primordial, qu'un produit correct ça suffira et que l'excellence c'est pas forcément le nécessaire. Est-ce que d'ailleurs, Laure, en parlant d'autonomie, est-ce que dans le choix des smartphones, tu penses que les gens regardent la vitesse de charge et le cas échéant, pourquoi est-ce que les grands
les trois grands acteurs, on va dire occidentaux classiques, donc, enfin occidentaux même pas, Samsung pas du tout occidental, Google et Apple, eux ne prennent pas en compte ce critère-là de façon aussi poussée que les Chinois. Alors, est-ce que déjà les gens le regardent? J'en sais rien. Moi, parce que juste, je t'interromps une seconde. Je me rappelle juste que OnePlus, à l'époque où je discutais avec eux, ils n'avaient pas la charge sans fil. Ils me disaient, la charge sans fil, ils s'en foutent les gens. Par contre, ils veulent que ça charge vite. Et j'étais pas trop d'accord avec eux à l'époque. Alors, bon, vas-y, je te laisse parler. Il y a débat. Nous, on s'est énormément posé la question parce qu'on teste les produits, donc on les note. Et l'une des sous-notes particulièrement importantes dans le cadre de nos tests, c'est bien sûr l'autonomie. Mais l'autonomie, ça recouvre plusieurs choses pour nous. C'est l'autonomie réelle, combien de temps ça tient entre deux charges. Et on note aussi le temps de charge. Alors en filaire, effectivement. Parce que tous les produits se chargent en filaire, tous ne se chargent pas sans fil. Et donc, comme on a des protocoles objectifs, on peut pas... On s'est posé la question, quel poids on donne à la vitesse de charge par rapport à l'autonomie? Mais en fait, le fait est que un produit qui se charge vite, c'est cool, mais s'il ne tient pas dans la journée, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut avoir une prise à portée de main pour le charger. Ou une batterie externe. Enfin bon, bref, il faut quand même du matos en plus. Donc en fait, ce qui importe avant toute chose, d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue expérience, c'est que l'autonomie soit bonne avant la vitesse de charge. Avoir les deux, c'est-à-dire une excellente autonomie et en plus une charge rapide, un produit qui charge en moins de, disons, 3/4 d'heure, 1 heure, c'est le top, évidemment. Et effectivement, c'est pas là que les marques, soit américaines, Google, Apple ou coréennes, type Samsung, sont les plus fortes. En revanche, maintenant, ils sont passés à 40-45 watts. On commence à être sur du efficace. Oui. Là où des marques en Chine ont tendance à jouer la course au record, qui impose quand même d'avoir leur chargeur propriétaire en général. Donc et qui n'est pas forcément fourni d'ailleurs. En tout cas, en Europe, il n'est plus fourni. Ou alors il va être offert, tu sais, à l'achat. Voilà, tu vas avoir, allez vous acheter entre telle date et telle date, vous avez un chargeur offert. Mais ils ne vont pas forcément être fournis, ce qui fait que si tu cherches ton téléphone avec ton chargeur... tu avais déjà ce qui est le but de la... Tout à fait, tu n'auras pas forcément la même vitesse de charge. Et au lieu de mettre 40 minutes, tu mettras peut-être 55 minutes ou 1 heure. Donc, bon, ça pose quand même plein de questions. Par contre, avoir une base solide me semble plus important. Donc, c'est vrai que quand c'était du 20-25 watts, c'était quand même un peu léger, à mon sens, hein, bien sûr. Quand on arrive à 30-40 watts, on commence à être déjà pas mal. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi... alors, je ne sais pas si je peux le dire, donc je ne vais pas le dire. Si tu allais dire une bêtise, non, j'allais pas dire une bêtise, mais j'allais dire que j'ai remarqué dans certains cas qu'il y avait, je vais pas dire qui, mais qu'il y avait des développeurs, des constructeurs chinois qui faisaient toujours la course à la charge la plus rapide, qui ont un peu diminué leur vitesse de charge. Voilà, c'est tout. Et c'est-à-dire que c'était très très beaucoup, et c'est un peu moins très beaucoup. C'est très beau. Voilà. Combien j'ai de doigts? Non, mais c'est parce que je veux pas donner de chiffres, je veux pas donner d'indices, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais que tu sais. Oui, effectivement. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est sur des changements de technologie au niveau des technos de batterie. On avait des batteries au lithium, entièrement au lithium. Maintenant, on est en train de glisser vers des batteries au silicium carbone. J'ai du mal. Alors, beaucoup en Chine. Peu, pas du tout. Pas du tout ailleurs. On est d'accord. C'est pour des raisons, je crois, réglementaires d'ailleurs. En tout cas, en Chine, plein de marques. Il y a Honor, Huawei, Oppo, OnePlus, tu me dirais c'est les mêmes, donc c'est normal. Xiaomi, et je dois oublier du monde, qui sont passés au silicium carbone. En gros, c'est dans la batterie, il y a l'anode et la cathode. Et l'anode, là ça devient un peu technique, est composée en partie de silicium et qui permet de stocker davantage d'énergie que ne le faisaient les précédents matériaux. Bref, tout ça pour dire que ça fait des batteries qui sont plus petites. Ouais. Pour la même capacité de stockage d'énergie. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça permet d'avoir des très grosses batteries. Des batteries de très grande capacité, mais dans un format qui reste tout à fait compact. Donc ça, c'est hyper important. Mais je crois que... ça c'est mon interprétation et pour le coup j'ai pas la réponse, que par crainte d'effet de surchauffe, et effectivement avec la charge rapide on a tendance à avoir de la chauffe, ce qui fait d'ailleurs que tu as des options sur certains smartphones qui te proposent de débrider la capacité de charge. Par exemple, si tu as du 120 watts, tu n'as pas forcément du 120 watts par défaut, tu vas dire oui, ok, je veux bien que ça se charge à 120 watts quand tu branches ton téléphone, et tu n'es pas obligé de le faire. Ça c'est pour éviter de la surchauffe aussi, hein.
Je crois que pour éviter des problèmes aussi avec ces nouvelles générations de batteries, les marques se calment un petit peu. Voilà. Ok. D'ailleurs, c'est ce que j'avais vu dans le chat. Alors, Jiremdo qui demandait, vraie question, plus ça charge vite, plus ça chauffe? Non. La chaleur, c'est jamais très bon pour les batteries. C'est exactement ce dont on parlait à l'instant. Tu as totalement raison. Et effectivement, si tu as un smartphone qui se charge très très rapidement avec un chargeur adapté, est-ce que c'est nécessaire de faire toujours appel à cette vitesse de charge si tu es chez toi dans ton canapé? Pas forcément en fait. Non. Donc moi je trouve intéressant d'avoir la possibilité de le faire et de ne pas l'exploiter tout le temps. Pour moi, c'est limite plus important que le jour où tu es vraiment hyper en retard pour partir de chez toi. Tu as un quart d'heure, paf, tu branches. En un quart d'heure, tu as quasiment fait le plein, c'est super. Et puis le reste du temps, en fait, c'est pas indispensable parce que tu es au bureau, tu as branché ton téléphone comme ça, vite fait. C'est très bien, ça suffit. Et donc, tu nous as dit l'argent, dans le désordre. Le budget, la photo, l'autonomie, l'écran. L'écran, évidemment, hyper important. Ton téléphone, c'est quoi? Alors toi, peut-être ta console de jeu un petit peu? Ça peut. C'est clairement ta télé des déplacements. Ouais, de fou. Parce que dans le métro, tu vas peut-être regarder une série, pourquoi pas. Tu prends moins le métro que moi, mais bon. Tu vas peut-être scroller toujours trop beaucoup sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc des vidéos. Tu vas consommer en fait. Tu vas visionner des vidéos et donc pour le faire confortablement, il est quand même de bon ton d'avoir un écran de bonne qualité qui respecte bien les couleurs qui lui sont envoyées. L'idée, c'est d'avoir des couleurs fidèles, on va dire, au signal. Donc en gros, quand tu reçois une vidéo sur ton téléphone, l'idée, c'est que les couleurs que tu vois soient vraiment celles qui ont été tournées. C'est pas si évident. C'est de moins en moins mauvais, j'ai envie de te dire. Les produits sont de plus en plus efficaces sur ce sujet-là. Et ça, c'est très bien. Oui, parce que j'ai remarqué aussi que même sur de l'entrée de gamme, maintenant, on trouvait de l'OLED. De plus en plus, le LCD de moins en moins fréquent, effectivement, et ça c'est très très bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand tu as du noir ou du blanc à ton écran, tu vas avoir des noirs qui sont beaucoup plus noirs, forcément les pixels sont éteints, et des blancs beaucoup plus lumineux. Et puis la luminosité des écrans aussi, elle est très importante. Et avec de l'OLED, tu as des écrans très lumineux. On dépasse les 3000 candela par mètre carré sur certains produits. Alors là, comme ça, tu vas me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en plein soleil, sur la plage, projette-toi là, mets-toi en vacances, sur la plage, il y a du soleil, on est bien, on veut quand même regarder un petit truc sur son téléphone, et avant on se disait, j'y vois rien parce que je suis en plein soleil, donc il y a tellement de reflets que impossible même en mettant la luminosité à fond. Et quand tu as une luminosité très dure, très élevée, et bien là, tu vas avoir la possibilité de vraiment pouvoir lire sur ton téléphone. Ne le fais pas à la plage, évidemment. Non, j'ai remarqué aussi que les gens ne citent pas très souvent, mais moi, c'est quelque chose que je trouve assez important, d'avoir une luminosité qui peut aussi descendre très très bas. Bien sûr, parce que alors, c'est pas bien non plus. Non, c'est pas bien du tout. Mais bon, on sait tous qu'on le fait. Notre téléphone nous sert de réveil le matin, et en général, on a tendance à regarder ses notifications en se levant. Quoi de plus désagréable que d'avoir une luminosité trop élevée sur son téléphone le matin, dans la pénombre, les yeux à moitié ouverts, donc tu n'as pas envie d'avoir les yeux brûlés par ton téléphone. Voilà, donc c'est très important, effectivement. Et ça on le mesure, figure-toi. Je sais. Tu le sais parce que tu le vois. Mais oui. Tu me vois râler quand je galère à tester mes téléphones. Oui. Tu m'entends plutôt. Et attends, j'en suis à 4. 5. J'ai dit 5 ou pas? Attends. Autonomie. Budget, autonomie, photo. Écran. J'ai oublié un truc. Enfin, t'as oublié, je sais pas, c'est lui qui a demandé 5. Non, 5, c'est pas si évident. Il y en a plein en fait. Il y en a d'autres. Est-ce qu'ils sont primordiaux? J'en sais rien. La puissance. Ouais. La puissance, est-ce que c'est primordial? Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si c'est pas assez puissant, c'est vraiment très très embêtant. La fluidité globale, donc ça, parce que la puissance découle, la fluidité découle de la puissance, ce genre de choses. Toi qui adore les histoires de processeurs plus que moi d'ailleurs, le côté CPU, c'est-à-dire le multitâche, en gros ouvrir plein d'applications et que ce soit fluide, c'est hyper important. Après, si on a des exigences pas trop élevées sur le plan du jeu vidéo, des choses comme ça, on n'est pas obligé d'avoir une puissance démesurée, c'est pas forcément très grave. En revanche, quand ça marche pas bien, on le voit tout de suite. Donc il y a un palier au-delà duquel il faut se trouver. C'est ça. En fait, il y a le seuil de confort. Et j'ai le chat qui m'aide. Oui, le format. Et ça, pour moi, c'est un point
extrêmement important. Et ça va revenir sur le sujet dont tu parlais tout à l'heure, le format et le poids des produits. Alors, les tailles d'écran, le problème, c'est que aujourd'hui, les petits écrans, ça n'existe quasiment plus. Ouais, les derniers qui le faisaient et qui le faisaient très très bien, je pense notamment. J'ai du monde qui négocie mes augmentations. Excusez-moi, mais j'adore ce qui se passe. Oui, je vous embauche pour me soutenir. Je vous aime. Merci. Les petits écrans, ça n'existe quasiment plus. Moi, les derniers auxquels je pense, c'était Asus avec les Zenfone qui faisaient de très bons petits Asus, écrans. Depuis la génération Zenfone 11 10 ou 11 11 peut-être. Peut-être 11, ouais. Tu sauras mieux que moi, par contre. Là, moi, je te laisse faire. Mais j'ai des trous de mémoire, tu sais. 11, je crois. Ils sont passés à un format ultra. Et alors là, c'est fini. Ils sont à plus de 6 pouces. Et grosso modo, aujourd'hui, avoir un smartphone qui fait moins de 6 pouces, c'est hyper compliqué. Mais le problème, il y en a très peu, sauf si on a un peu de budget. Auquel cas, on peut se tourner vers les smartphones pliants type clapet. Et ouais, t'as le geste. Mais tu vois, attends, juste une parenthèse, mais tout le monde disait, autour de moi, j'entendais tout le monde dire le Zenfone c'est trop bien, c'est dommage de ne pas continuer. Mais en fait, je regardais les gens et je leur disais, mais pourquoi tu l'as pas acheté? Alors c'est la vraie question, parce que tout le monde dit, oui, pour ceux qui aiment bien les iPhones, très bien. L'iPhone mini L'iPhone mini c'était trop bien, d'accord, mais ça marchait tellement pas que iPhone, n'importe quoi, que Apple en a fait 2 générations, le 12 mini et le 13 mini, et puis ça marchait pas, donc ils ont arrêté. Mais oui, moi, la seule personne que je connaisse avec un iPhone mini, c'est Diogo. Toute ma vie. Moi, écoute, moi, j'habite avec un des consommateurs. Ah ouais. Mais tu vois, qui adore le format. Et en fait, c'était les derniers. Et est-ce que tu penses que dans la balance, comme on parlait tout à l'heure de l'autonomie qui faisait partie des critères principaux, est-ce que dans cette balance-là, l'autonomie ne vient pas prendre le pas sur le format et c'est pour ça que ça se vend moins? Est-ce que tu penses que si on avait une bonne autonomie avec un smartphone comme ça, il s'en vendrait plus? Ou bien c'est vraiment un critère qui s'appelle un miracle. Ouais, on est d'accord. Parce qu'il y a quand même une partie totalement mécanique. Pour avoir une bonne autonomie, il faut avoir de la capacité de batterie. Pour avoir des batteries haute capacité, il faut de l'espace. Et là, on arrive à un niveau de technique qu'on n'a pas encore atteint, c'est-à-dire avoir des batteries certes au silicium carbone qui sont de plus en plus compactes, mais il y a des limites pour l'instant. Tant qu'on n'aura pas franchi cette limite, on sera coincé. Et puis il y a aussi alors là c'est un autre critère, mais si tu arrives à avoir le ratio petite taille, grosse batterie respecté, ok, mais encore faut-il que tu sois prêt à faire des compromis sur la surface d'affichage. Et ça c'est encore autre chose. Si tu regardes des vidéos énormément, parce que c'est vraiment l'équivalent de ta tablette chez toi, tu pourras peut-être être frustré. Donc il y a des gens qui aiment les très grands produits, d'autres qui aiment les très petits, j'entends. Oui, chacun ses goûts et il y a du choix. Et il y en a pour tous les goûts, puisqu'en fait on peut avoir des petits formats avec les écrans pliants, et là c'est vraiment la solution ultime pour qui peut se le permettre évidemment, pour obtenir des smartphones avec des écrans de 8 pouces en fait. Donc l'équivalent d'une tablette dans la taille d'un smartphone, j'allais dire standard. 6,3 pouces. Ouais, tout à fait. Moi, ça a été ma petite découverte révolution de l'an dernier. Parce que j'étais pas prêt à passer au smartphone qui se plie. Mais comme j'aime bien les pixels, donc là, ils ont fait un smartphone qui se plie. Je me suis dit, OK, je veux bien tenter le coup avec eux. Et en fait, je peux plus m'en passer. Et là, tu vois, mon Pixel 10 et t'es revenu Pro à un XL, smartphone pas pliant. c'est parce que le 10 Pro Fold n'est pas encore là, mais t'inquiète. Mon Pixel 10 Pro XL, je l'aime beaucoup. Si je me rappelle bien, il sort le 19 octobre. 19 octobre, voilà. Mais à vérifier. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour ça. C'est la seule raison pour laquelle je suis pas encore sur un pliant. C'est juste parce que je voulais essayer le Pixel 10. Alors écoute, il y a eu des grosses améliorations là-dessus, notamment du côté de Samsung et Honor qui sont un peu en bisbille là-dessus pour savoir qui aura le smartphone le plus fin. Ouais. Et ça compte énormément parce qu'un smartphone pliant, c'est grand. Et quand c'est grand, c'est un petit peu lourd, évidemment. Et là, ils ont réussi à affiner et à alléger leur smartphone, ce qui fait qu'ils sont à peine plus lourds qu'un smartphone standard. Et ça c'est vraiment le moment où tu dis, OK, la tech, ça sert à quelque chose, en fait. Les avancées techniques de miniaturisation, de choses comme ça, ça apporte quelque chose à l'usage. Alors il y a Delcaris qui dit, je me suis renseigné et chez 3 vendeurs, les 3 m'ont déconseillé un pliant lié à la qualité notamment Samsung. Alors attention, il y a plusieurs choses à avoir en tête de mon expérience avec les pliants et de ce que je vois autour de moi. Salut Karl, comment ça va? Vas-y, montre-moi ton pliant, donne-moi ça s'il te plaît. Alors, première chose à avoir en tête, c'est que les choses ont beaucoup évolué. Les premières versions, les premières générations des smartphones Samsung qui se plient, effectivement, au bout de quelques temps, ça donnait ce genre de... Alors, précisons un petit truc. En fait, sur un écran pliant comme celui-ci, on va avoir l'écran, certes, et un film de protection. Ce qu'on voit se décoller au niveau de la pliure,
c'est l'écran c'est le film de protection. Donc ce film, il est amovible, on peut tout à fait le remplacer. J'en conviens, c'est pénible. Si on demande à Karl son écran qui croustille quand il l'ouvre, c'est pas forcément souhaitable. Mais ça ne veut pas dire que l'écran est cassé en dessous. Et c'est quand même très important de le savoir. D'ailleurs, il n'est pas cassé. Mais faut pas se tromper sur ce sujet. Au début, première génération, deuxième problème, vous pouvez le voir là. Hein. Il ne peut pas se déplier plus que ça. Mais ça, c'était au début. C'est pour ça que je te dis de faire attention, mon cher. Oui, ça a évolué à une vitesse. Ça a beaucoup changé. Chez Samsung, notamment la dernière génération, elle est topissime. Honor, toi, moi j'ai un ami et ancien collègue, David, que j'embrasse, que tu connais, que lui connaît, que tout le monde connaît. Eh bien, lui, David, il avait le Magic. Pas le V3, pas le V5, c'était le V2, donc la version d'avant. Et il avait depuis pas mal de temps. Et lui, il avait même pas d'écran qui se décolle. Moi, mon Pixel Fold. Donc, tu vois, ça s'améliore en fait. Oui, moi, mon 9 Pro Fold, je l'ai utilisé pendant un an non-stop, voire même plus d'un an non-stop. Je n'ai pas la moindre trace de décollage d'écran dessus. C'est quand même hyper rassurant. Mais oui, mais c'est parce que ça a évolué en fait aujourd'hui. Alors, eux aussi, ils se veulent hyper rassurants. On ne peut pas le vérifier, on n'a pas les moyens mécaniques de le faire, mais il y a un gars qui a fait ça, un YouTuber qui a fait ça. Samsung annonce 200 000 cycles ouverture-fermeture de son dernier modèle pliant, c'est le Galaxy Z Fold 7. Nous, on ne peut pas le faire. Alors après, on pourrait faire comme ce gars, c'est un Coréen qui s'est filmé pendant qu'il ouvrait, il fermait pendant... Bon. Ou alors, tu sais, sur une longue durée, quelqu'un qui l'utilise pendant vraiment un an... Est-ce que... Même plus, est-ce que tu as envie de savoir au bout de 2 ans si en fait ça tient? C'est le problème. Ouais. Ceci étant... Je pense que Karl serait prêt à prendre le Z Fold 7, alors je te le dis comme ça, pour pouvoir l'utiliser tous les jours et en parler. Je crois. Samsung, parlez à Karl. Samsung l'a repris. Parlez à Karl. Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, en fait, ça s'améliorait. Oui, ça s'améliore. Et en plus, c'est vrai que tu peux avoir le temps d'avoir du recul sur est-ce que ça tient bien au niveau matériel aujourd'hui, parce que tu peux les acheter des années après leur sortie, puisque le suivi logiciel s'est nettement amélioré. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très important, parce qu'on achetait un smartphone 2 ans après sa sortie, il y a encore pas longtemps. Hein. En fait, il était plus mis à jour. Ouais, donc, il était déjà limite obsolète au niveau logiciel. Là, si tu achètes... donc là, ça, c'est un autre critère dont on parle, on est d'accord? C'est un critère bonus. Ah bah ouais. Mais moi, je le trouve hyper important. Moi aussi, je trouve que c'est un super... Notamment pour les gens qui font ruisseler les smartphones à d'autres personnes de leur famille. Tout à fait, parce que... Ou qui revendent. Bah oui, tu as plusieurs choses. Soit tu les revends. Donc, le reconditionné, c'est hyper en vogue et on vous encourage d'ailleurs à vous y intéresser quand vous voulez acheter un smartphone, parce qu'en fait il y a énormément d'options possibles. Ça marche très très bien du côté des iPhones parce que ça reste les produits les plus populaires sur les plateformes de reconditionné, mais on trouve aussi... Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche. On trouve aussi des marques, d'autres marques comme Samsung, mais d'autres également. Et ça veut dire que même si on achète un smartphone 3 ans après sa sortie, il sera encore mis à jour. Et ça, c'est hyper cool de se dire qu'on peut l'acheter à bien moindre prix. On adore quand c'est pas cher, évidemment. Mais pour autant, avoir une expérience qui est au jour. Voilà, qui est à jour. Ouais. Et là, comment les propositions qui font, tu sais, réparabilité, durabilité... les propositions très vertes, je pense forcément à une marque, je pense à Fairphone, bien sûr, qui eux, depuis le début de la chaîne jusqu'à la fin, eux, ils sont très vertueux et je trouve qu'ils sont très cool. Acheter Fairphone, c'est un peu un choix militant qu'il faut saluer. C'est une marque néerlandaise, donc leur idée, eux, c'est de proposer un smartphone qui soit modulaire, donc on peut changer facilement l'écran, la batterie, je sais plus quoi, d'autres éléments que j'ai oubliés. D'autres éléments, t'inquiète. Le bloc photo, on peut changer les modules photo et puis il y a d'autres trucs qu'on peut changer. Bon bref, ils ont tout un tas de composants qui sont accessibles sur leur site en cas de besoin. C'est pas dur à démonter, c'est des petites vis, donc c'est fait pour. C'est la 6e génération qui est disponible aujourd'hui, puisque le Fairphone 6 il est sorti à la fin du printemps ou au début de l'été sur le marché. Et puis aussi, ils font un maximum d'efforts pour garantir la traçabilité des composants qu'ils intègrent. Alors, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas 50 000 fabricants. Donc, ils font de leur mieux pour avoir, en gros, un souci écologique et d'être responsable au niveau écologique et au niveau humain. Absolument. Ce qui est une gageure, je pense, dans l'univers du smartphone. Mais c'est hyper courageux de leur part. Donc, on a des produits qui sont peut-être pas au top techniquement. Oui, mais encore ils se sont améliorés, ça a pris du prix, mais ça s'est amélioré en plus. Je suis un peu dur là, mais oui, ils se sont énormément améliorés. Oui, tu vois, on a Ormas qui nous dit qu'il a changé l'écran et la batterie de son téléphone sans difficulté, donc oui, c'est assez facile à faire.
Donc c'est un peu plus cher qu'un smartphone à caractéristiques équivalentes d'autres marques, mais c'est un engagement et puis c'est aussi la garantie qu'on pourra réparer facilement, modifier facilement, un peu upgrader en fait son téléphone. Donc c'est une initiative qu'on ne peut que saluer. Et le dernier est vraiment mieux. En plus, ils se sont bien améliorés. Et il y a, j'ai vu dans le chat passer un truc, une question de Krisha, une question qui sonnait pas comme une invective, mais qui sonnait un peu taquine. Alors je vais la reprendre et je vais te répondre, Krisha, là-dessus. Il demandait, il disait, ouais, on recommande reconditionner, mais chez les numériques, combien en ont? Je vais te dire plusieurs choses que tu peut-être ne sais pas sur les numériques. Alors oui, moi j'aime beaucoup les pixels, je suis un bêta-testeur technophile, donc moi je veux tester les dernières versions à chaque fois. Mais en fait, chez nous, sur les numériques, on n'a pas, les gens n'ont pas pour leur smartphone personnel toujours les derniers modèles. Et il y a même des gens qui ont dû reconditionner. Je pense à Ludovic Bizig avec son smartphone, son iPhone reconditionné. Il a un iPhone 10, si je dis pas d'annerie. Ouais, il a un vieux truc. Et là, il commence à se dire bon, je vais peut-être m'acheter un nouveau produit. Au bout de quelques années, il a le droit. Ça fait vraiment longtemps qu'il a, et là, il arrive un peu en fin de course. Et même toi, alors, pendant longtemps, je me disais, mais pourquoi? Je sais que tu as maintenant, mais pendant longtemps, tu avais un Pixel qui datait de. J'ai eu un Pixel 5, je l'ai utilisé pendant plus de 3 ans, ce qui, à mon poste, était presque une hérésie. Mais c'est une hérésie totale. La fille, elle reçoit tous les smartphones de la Terre et elle utilisait. Donc, en fait, vous voyez, l'habit ne fait pas le moine. Ne vous dites pas. Non, et c'était un choix personnel, hein, c'était pas du tout par impossibilité. J'ai accès à plein de choses. C'est un peu le principe d'ailleurs. Mais l'idée, c'est pas forcément de garder longtemps. Diogo a son 13 unique. Je t'ai reconditionné d'ailleurs. Et Karl a son Fold qui date de 3. Henri Grimaud a un Z Fold 3 aussi. Tu vois, PJ avait aussi un Z Fold 3. Ils étaient 3 à avoir. Ils ont acheté leur smartphone parce que ils trouvaient ça stylé, ça leur faisait plaisir. Et Karl, il l'a encore. C'est ce qu'il utilise, ce qu'on vous a montré là, qui est dans un état un peu bizarre. C'est ce qu'il utilise tous les jours. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas forcément dû réconditionner nous, mais c'est vrai qu'on a accès à des choses par notre métier peut-être plus facilement. Mais par contre, on essaie de garder longtemps les produits. Et ça, c'est un peu le. Alors, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, hein, mais en tout cas, moi, j'essaie de le faire et beaucoup de monde à la rédaction essaie de le faire. Montrer l'exemple, je ne sais pas, mais en tout cas. Moi, je suis la seule anomalie là-dedans et je l'assume. Mais il ne faut pas croire que c'est le numérique. Après, quand tu as un produit, c'est bien de le donner, de le faire vivre ensuite, même si tu en changes rapidement. Mais nous, l'idée, c'est de les garder longtemps parce que, de toute façon, c'est ce qu'on fait ici. Notre but, c'est d'offrir des conseils avant l'achat pour que les gens qui s'appuient dessus gardent longtemps leurs appareils. Et ça marche pour les smartphones, mais ça marche pour absolument tous les produits. Tout type de produits, les télés, les casques et les ordinateurs, par exemple. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Alors là, depuis qu'il n'y a plus de musique, je sens bien que tu es complètement perdu. Ça m'a troublé, il n'y a plus de musique là, ça m'a troublé. Alors, on a parlé de plein de critères différents, on a parlé de critères bonus. Après vient quand même le moment où tu choisis ton smartphone. Là, récemment, j'ai été témoin de quelque chose. J'ai vu un papier de Julien Vercouter où il dit je réponds au chant des sirènes d'Apple. C'est très personnel, là je ne peux pas répondre là-dessus. Et donc comment est-ce que... parce que moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont du mal à tester une bascule ou à tester autre chose, et j'en fais moi-même partie. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir ses chakras là-dessus. Alors effectivement, quand on a un équipement à la maison qui est un peu vaste, je sais pas, on a un ordinateur, on a des écouteurs de telle ou telle marque, c'est plus facile de rester chez cette marque parce que la connexion entre les différents produits sera plus facile. Mais c'est quand même moins le cas aujourd'hui. Justement, le DMA est là pour ça. Et je trouve que c'est dommage de ne pas s'ouvrir. Alors, iPhone, pas iPhone, je n'ai pas à avoir d'avis. C'est pas mon métier d'avoir un avis là-dessus d'ailleurs. C'est de dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais, donc ça, c'est libre à chacun de faire son choix. Mais il y a du bon chez tout le monde. Il y a du mauvais chez certains, évidemment. Je voyais des gens parler de pourriciel. Effectivement, il y a des applications préinstallées, parfois sur des smartphones d'entrée de gamme, parce que c'est une manière pour les marques de compenser le petit prix, de limiter en fait de limiter les coûts et de garantir un petit prix. Mais sur du haut de gamme, il est rare d'avoir une mauvaise expérience. C'est quand même ce qu'il faut garder en tête. On va avoir des options qui vont être extrêmement riches chez chacun. On va avoir beaucoup d'intelligence artificielle qui va
qui va être proposé chez toutes les marques. Apple n'est pas forcément le premier, mais ils vont rattraper leur retard de toute façon. Et puis ils ont plein d'autres avantages. Et ils ont plein d'autres atouts à faire valoir. Donc, il n'y a pas de logiciel mauvais aujourd'hui. Je pense que la petite querelle de Chapelle, elle est un petit peu obsolète. Est-ce que de tête comme ça, toi, on a parlé de Fairphone parce que c'est vraiment ceux qui se donnent à fond pour essayer d'avoir une démarche très vertueuse. Est-ce que tu connais comme ça spontanément dans toutes les marques que tu vois passer, dans tous les communiqués que tu reçois, est-ce que spontanément tu arrives à me dire il y a une autre marque qui a essayé ou bien qui essaye, peut-être qui a échoué, peut-être une grosse marque qui a pu essayer aussi à un moment donné, enfin j'en sais rien. Alors à ce niveau, il n'y a pas de marque qui essaye à ce niveau. Parce que là, c'est un engagement, je te dis, c'est militant à ce niveau d'être aussi investi. En revanche, toutes les marques, ou quasiment en tout cas, communiquent, je pense à deux, Samsung et Apple notamment, Google aussi d'ailleurs, communique énormément sur les matériaux qui sont employés. Oui. Non, tout d'ailleurs, je te cite des noms, mais c'est... Tout le monde en fait le fait. Ouais, tout le monde le fait. Ils travaillent énormément avec des matériaux recyclés, l'aluminium recyclé, d'autres matériaux, j'ai plus en tête, parce qu'il y en a trop. On a vu des efforts, mais c'est tout bête. Le packaging, je savais que tu allais dire ça. Oui, oui. C'est surprenant, moi ça m'a vraiment surpris. Et en fait, quand tu y penses, tu te dis, bon, c'est quand même un peu accessoire. Bah non, parce qu'en fait, la quantité de plastique et de carton qui était utilisée pour ça, pour rien, les conteneurs qui sont employés, les boîtes étaient épaisses comme ça, avec un petit téléphone dedans, forcément. Ouais. Aujourd'hui, on a des boîtes qui sont très fines. On peut en mettre beaucoup plus sur un même espace. Ça veut dire moins de frais de transport, moins de frais en termes de carbone, je veux dire, oui, de transport. Parce que tu prends moins de place dans un conteneur. Bien sûr, donc on met plus de choses, ou on va mettre d'autres types de marchandises sur un même conteneur. Donc en fait, c'est vertueux. Alors eux, ça les arrange, ça leur fait moins de coûts de fabrication. Et en fait, tu dis ça au même moment que Bouclier Divin, c'est très drôle. Elle ne t'a pas lu, Bouclier Divin. Elle a dit ça en même temps que toi. C'est ce qu'il dit, ça les arrange. Oui, mais en fait, ça arrange tout le monde. Donc je trouve ça pertinent. Mais en tout cas, il y a des efforts sur les matériaux, sur un maximum de recyclage qui sont faits. Et puis du côté des opérateurs aussi, il y a des formules qui sont mises en place, ou des revendeurs, pour récupérer les téléphones et puis les recycler un maximum. Et ça d'ailleurs, je vous invite à y penser. Absolument. Si vous avez des vieux téléphones qui traînent dans les tiroirs, recyclez-les, ça sert à rien de les garder. Ils vont mourir dans un coin, ils ne seront jamais utilisés. Donnez-les, soit pour le recyclage, soit pour des proches, mais donnez-les. D'ailleurs, je vous invite à regarder le live qu'on a fait mercredi, parce que mercredi, on en a beaucoup parlé. On était avec Anne-Charlotte de l'ADEME notamment, et avec Nicolas et Sandra de iFixit. On a parlé justement des solutions quand notre smartphone ne fonctionne plus, ou bien simplement quand on change de smartphone et qu'on n'a personne à qui donner l'ancien modèle. Il y a des associations qui récupèrent. Il y a des associations, et même les boîtes, Fnac, Darty, Boulanger. Tu vois, typiquement, moi j'ai un écran qui ne fonctionnait plus, que je suis allé donner à Boulanger. J'ai un Dyson qui fonctionnait encore. Je suis allé au boulanger à côté de chez moi. Je leur ai donné. Ils ont un endroit qui est fait pour ça. Les câbles de ce côté-là, les trucs de ce côté-là. Ils vont les tester. Ils vont les envoyer au reconditionnement. Ils vont les fournir à des associations. Sinon, si tu n'as pas de grands revendeurs comme ça près de chez toi, il y a des ressourceries qui font ça très bien, avec des gens qui sont hyper bricoleurs, qui vont valoriser des produits comme ça, qui vont les revendre pas cher, qui vont les donner, qui vont trouver des solutions. Et puis il y a des gens qui vont Inforéa ou bien Nicolas, donc Cabri DIY, qui peuvent aussi racheter ce genre de produits défectueux pour essayer de les réparer et pourquoi pas les remettre dans le circuit d'une façon ou d'une autre. De toute façon, il y a toujours des solutions. Tout vaut mieux que laisser un produit qui dans un coin, qui va prendre la poussière et encombrer pour rien. Mieux vaut trouver des solutions. Exactement. Et d'ailleurs, il y a des sites, vraiment, jetez un petit coup d'œil au live de mercredi qui était très cool à ce niveau-là, mais il y a des sites qui te permettent directement de voir où trouver des revendeurs, quels sont ceux qui participent, tu sais, à l'effort de réparabilité, là, qui permet d'avoir une déduction de prix parfois ultra intéressante. Il y a le bonus réparation qui existe. C'est ça. Je crois que c'est dans les 25 €, mais il y a des produits, sommes qui varient selon les types de réparation. C'est ça. Pour réparer. Alors, c'est pas toujours énorme, effectivement, je l'entends, mais ça permet quand même de compenser les coûts de réparation qui peuvent être parfois un petit peu élevés. Mais il faut se dire que changer par exemple une batterie, la batterie en général c'est ce qui lâche en premier, sauf casse ou on casse son écran, notamment, ça permet de compenser en fait un prix qui n'est pas si élevé que ça. Et en plus de changer soi-même son élément défectueux. Voilà. C'est très satisfaisant. Alors figure-toi que j'ai réparé une Switch mercredi en live. Bravo.
Ouais, j'étais en panique. C'est bon. Elle marche pas, mais elle ne marchait déjà pas. Mais en tout cas, j'ai réparé. Non, j'ai pas réparé. Les choses. J'ai ouvert et j'ai fermé. T'as désossé une Switch. J'ai désossé une Switch et je sais comment remplacer la batterie et tout. Hein. Attention. Ok. Attention. Mais je te confierai peut-être pas la mienne alors. Non, vaut mieux aller voir Cabri, Inforea ou des gens qui savent faire pour ça. Ok, je note. Mais en ce qui concerne justement le bonus réparation dont tu parlais, on a été ultra surpris avec Karl parce qu'en fait, il répare notamment pas les produits Cotech, notamment le textile, tes vêtements, les semelles de chaussures. Le nombre de semelles que j'ai fait changer où c'était chez Topi à 25 balles là, et en fait ils te mettent 13, 14, 20 euros parfois dessus, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que tu paies beaucoup moins cher. Et ça, une fois que tu l'as en tête, moi j'ai mon suite Dead Cells là que je peux plus mettre parce qu'il y a un trou au niveau du machin. Je te prie de croire que tu vas mettre faire mettre une pièce. Je vais aller regarder ça, c'est sûr. Tu sais pas coudre chrono, mais c'est n'importe quoi. Franchement, si tu voyais son état à ce niveau-là. Je vais te donner un cours. Hein. Non, mais tu verras, à ce niveau-là, ce sera. Déjà, je couds encore moins bien que je répare une Switch, c'est dire le niveau. Mais à ce niveau-là, c'est même pas la peine. Est-ce qu'on a d'autres critères alors, il y a des choses qui sont un peu en marge queue de peloton. Non, pas en queue de peloton du tout, mais qu'on n'a pas cité parce qu'on ne pense pas à tout comme ça. Il y a la résistance au choc, au choc. Bon, il n'y en a pas vraiment qui résistent au choc. Ouais. Mais à l'eau. À l'eau, ouais. Important parce que bon, un petit plouf dans les toilettes, hein, c'est pas très glamour, mais c'est quand même une cause de décès du smartphone qui est assez fréquente. Le syndrome de la poche arrière, tu sais. Ouais. Évidemment. Quand tu t'assieds. Alors non, quand tu vas aux toilettes. Ben moi je t'avoue, je connais pas ce syndrome, mais ok. Voilà. Bon, ça fait faire des petits plongeons au téléphone, donc ça c'est une très mauvaise idée. Ou quand tu t'assieds aussi, tu me diras, c'est pas forcément exceptionnel. Et avoir un téléphone étanche, donc certifié IP 67, 68, c'est encore mieux. J'ai même vu 69 une fois. 69, c'est pour l'eau chaude et une pression qui est plus importante. C'est ça. Ça veut pas dire que tu prends ta douche avec, hein. C'est certifié résistant à l'eau, mais pas au savon. Donc ton gel douche 12 en 1 là, je ne sais quoi, c'est pas fait pour ça. Mais ça veut dire que un petit plouf dans un bain, mais les bains c'est pas très bien non plus, ça peut résister. Donc ça c'est plutôt rassurant. Il y a plein de gens qui ont l'expérience toilette apparemment. C'est l'occasion de le dire. Les certifications IP, ça c'est un truc qui est hyper bien. Évidemment, on trouve ça super. Mais ça varie dans le temps. C'est pas une garantie déjà. Ça veut dire que si votre smartphone fait un plouf indésirable et qui ne s'allume plus après, c'est pas pris en charge par les garanties. Non. Et ça, il faut bien le noter. Et surtout, ces certifications, elles sont valables au jour de l'achat. Or, un téléphone qui a vécu, c'est un téléphone qui a subi des changements de température parce que vous l'avez utilisé l'été, par exemple. Vous l'avez utilisé en plein soleil sur la plage, comme on en parlait tout à l'heure. Vous l'avez laissé peut-être dans la voiture où il faisait hyper chaud. Mais à l'intérieur d'un téléphone, il y a de la colle. Et la colle, ça bouge, ça fond, ça fait déplacer des éléments. Alors, pas beaucoup, hein, un tout petit peu. Mais ça suffit pour qu'au fil du temps, et puis les chocs aussi, ça fait exactement le même effet. Et on fait tous tomber un peu nos téléphones. Ouais. Peut-être pas toi, mais moi régulièrement. J'ai arrêté moi, mais avant oui. T'as arrêté, t'as pris ta retraite. Tout ça fait que la certification, au bout de quelques années, elle marche moins bien. Et que j'ai assisté en live à un petit plouf dans une piscine et puis le téléphone il est ressorti sans écran. Voilà. Moi c'était quelqu'un qui avait passé son téléphone sous un filet d'eau. Ça suffit. Et elle a dit, et la personne a dit, c'était je crois un Samsung, et Samsung a dit désolé. Mais ça c'est depuis le début pas, c'est mort. Il fallait pas le dire en fait que c'était comme ça. Il fallait dire il y a eu la pluie. Je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, après, on peut avoir plein d'exemples. Là, dans le chat, on a des gens qui nous citent des exemples. Ma Game Boy était tombée dans la rivière Petit, elle devait être IP68. Alors, parce qu'elle marchait encore. C'est de l'eau douce. Les Game Boy, c'est immortel. Rien à voir. Ils sont des engins d'une solidité à toute épreuve. D'ailleurs, toi, j'en avais parlé aussi avec, je crois que c'était mercredi, où je disais que, tu sais, il y a un mode photographie sous-marine sur les pixels. Et quand tu l'actives, ce mode-là, ils te disent bien, attention, veillez à mettre une coque étanche à votre téléphone. Et mieux vaut utiliser, dans ce cas-là, une petite pochette, là, les machins en plastique. Exactement. Bon, alors, c'est pas terrible, hein, mais ça t'évite bien des déconvenues par la suite. Parce que c'est quand même ballot de tuer son téléphone pour si peu de choses. Pour une petite photo qui sera peut-être même pas exceptionnelle en plus. Et ouais. Bon, dommage. Il y a des GoPro qui sont très bien avec des caissons. Franchement, en fait, ça, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Écoute, alors, est-ce qu'on a fait le tour ?
Après, je peux te raconter plein de trucs sur comment on teste les smartphones. C'est vous qui me dites si vous avez envie d'en savoir plus. Si vous avez des questions sur des produits en particulier, moi, je suis là avec vous pour en discuter. Je réfléchis. De quoi on n'a pas parlé? Je crois qu'on a système d'exploitation, écran, photo, autonomie, résistance globale. Donc IP, etc. Certification IP, c'est hyper important. Durée de mise à jour. Alors ça, c'est vraiment un point important, mais qui est en train de s'améliorer à marche forcée, puisque l'Union européenne, qui est quand même à fond sur les sujets de durabilité, a imposé 5 ans de mise à jour en fait, sur les smartphones qui sont sortis depuis le mois de juin. Donc maintenant, tous les nouveaux produits vont être mis à jour de manière extrêmement longue, et ça fait suite à d'autres efforts qui ont été menés par l'Union européenne, et on apprécie quand même ces efforts, notamment sur le terrain de, tu te rappelles ou pas? Apple. L'USB-C. Apple, oui, voilà. Effectivement, parce que c'était eux qui étaient en ligne de mire. Oui. Depuis décembre 2024, si je ne me trompe pas, il est obligatoire pour tous les smartphones, et c'est pas valable que pour les smartphones, ça marche pour les tablettes, pour les ordinateurs portables, les machins connectés, en fait, les ordinateurs portables, les appareils photo numériques, bref, plein de produits comme ça, transportables et connectés. Ils sont obligés d'utiliser de l'USB-C. Alors ça ne veut pas dire que ça va être de la charge rapide pour autant, mais en tout cas la connectique elle est standard. Ça permettra de prendre un chargeur lambda emprunté à droite à gauche pour charger ses produits sans avoir de problème. Et ça c'est hyper utile. Donc vraiment en ligne de mire, c'était Apple qui utilisait encore sa prise propriétaire Lightning sur ses produits. Mais il y avait sûrement d'autres gens qui utilisaient des ports propriétaires et au moins ça a réglé le souci. On a encore 2-3 questions, notamment les haut-parleurs, la qualité du son. C'est vrai qu'on le teste moins, on l'essaye comme ça, nous. On n'a pas de laboratoire dédié, parce qu'on est obligé aussi d'avancer. Mais c'est vrai que c'est un point hyper important, la qualité du microphone, évidemment, parce que tu le disais, on passe de moins en moins d'appels, mais on utilise énormément les vocaux, mine de rien. Et tu les vois, les gens dans le métro. D'ailleurs, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Faites ça, ça marche très bien aussi. Oui. C'est fait pour ça. Et vous entendrez très bien l'oreille. Le micro, il est en bas, ça marchera très très bien. Ouais. Parce que quand vous faites ça, c'est vraiment la porte ouverte à faire voler votre téléphone devant vous. C'est pas utile du tout. On entend effectivement les gens râler sur l'absence de prise jack. Effectivement, on n'en a quasiment plus, à part Sony. Et Asus, et encore je suis même plus sûre. Sony le fait encore. On a des prises mini jack sur les smartphones pour avoir des casques filaires qui retrouvent un petit peu de hype en ce moment. Ouais. C'est assez marrant à voir. C'est fou. C'est vrai que ça peut frustrer, surtout pour les gens qui avaient un équipement un peu de bonne qualité, qui voulaient continuer à l'utiliser. Mais bon, les écouteurs sans fil, on en trouve à des petits prix avec des très bonnes performances. Allez voir notre comparatif. Arthur en test. Oui. Qui lui-même multiples références toute l'année et vous avez le choix sans trop vous ruiner. Et voilà, regardez bien les normes Bluetooth qui sont prises en charge parce que ça compte quand même. Et voilà, vous aurez des belles choses. C'est vrai que la qualité de réception des appels, est-ce qu'on teste ça, nous? Oui, hein? On l'essaye. Okay. On l'essaye, mais on n'a pas un laboratoire dédié. C'est pas si simple de tester ça. Et puis en plus, ça dépend de la couverture réseau. Donc, il faut vraiment être à un endroit précis. Avoir toujours la même météo, c'est pas simple. Et on n'est pas forcément équipé pour ça. On a déjà énormément de très beaux labos. N'est-ce pas? Pour tester magnifiques. Énormément de choses. Donc ça, c'est un peu too much pour nous. Ah ben écoute, ma chère Laure, je crois que... N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Attends, Apple pour un iPhone, on peut prendre un lambda. Alors ça, c'est la vraie question. Parce que pour les chargeurs, ils demandent Maserati. Alors en général, ça va un petit peu plus vite quand on prend le chargeur propriétaire. Enfin, de la marque, pardon. Pas beaucoup plus vite, mais un tout petit peu plus vite. Et puis surtout, il faut faire juste attention à ne pas prendre un chargeur sur un site obscur. Ah oui, alors par contre, faites très attention à ne pas confondre. Alors, les sites de vente dont on ne va pas citer le nom, on peut trouver des marques no-name qui vont vendre à des prix défiant toute concurrence, certes, mais qui ne sont pas forcément sécurisées. On l'a vu avec des trottinettes en boîte de nuit récemment. Hein. Donc faites gaffe à ce qui est bien la mention CE, qui respecte les standards européens. Les chargeurs qui prennent feu, ça existe.
Alors, faut pas dramatiser non plus, mais ça existe. Mais on en a entendu parler. Donc, et à chaque fois qu'il y a eu un truc qui a pris feu récemment, c'était à cause d'un chargeur acheté sur des sites. Tu vois la tronche des chargeurs, ils n'étaient pas homologués. Non. Donc faites bien attention à ça. Ça vaut pas le coup de radiner pour 3 € de différence. Prenez un chargeur d'une marque réputée et surtout certifiée. Pour éviter tout désagrément, on rigole pas avec tout ce qui est électrique. C'est important de faire attention à ça. Et j'avais une toute dernière question. Est-ce que tu sais, donc la question que je t'ai posée tout à l'heure, pourquoi les smartphones aussi fins qui ne plient pas? C'est vrai, j'ai oublié. Alors, pourquoi des smartphones aussi fins? À qui ça s'adresse, ça? Alors, je crois qu'on est arrivé à un moment aussi où c'est compliqué de montrer sa différence sur le marché. Donc, c'est à la fois une démonstration de force technique. On est capable de miniaturiser les composants, on est capable d'offrir quand même une très bonne expérience. Bref, on est les plus forts. Ça, c'est déjà un premier argument. C'est une manière de se distinguer des autres, complètement. Et c'est aussi un moyen d'offrir une expérience qui peut être vraiment cool. Parce qu'un smartphone fin, comme ça, tu te dis, ouais, bon, gagner 2 mm, est-ce que ça change l'existence? La question est ouverte. Mais en général, tu gagnes aussi en termes de poids. Ouais. Et mine de rien, toi qui mets ton smartphone dans ta poche, je suis sûre qu'un smartphone plus ou moins lourd, tu fais la différence quand tu le balades dans ta poche de jean. Peut-être. Et c'est important pour toi. Et même la finesse d'ailleurs, j'en parlais avec Raphaël qui met son téléphone dans sa poche de jean avant. Le marquage, Il me disait, ah bah oui, mais moi ça me fait des trous. Ça me fait le marquage. Le marquage, ça veut dire qu'il y aura un trou après. Hein. Ouais. J'ai pas envie d'avoir des trous dans mes pantalons. Plus ton smartphone est fin, moins tu risques d'avoir ce problème-là. Donc ça compte. Et en termes de prise en main, un smartphone épais, c'est moins facile à manipuler, surtout quand on a des petites mains. Je parle en connaissance de cause. Donc, c'est plus agréable à utiliser, c'est plus facile à manipuler. Donc, ça n'a que des avantages, sous réserve que les performances soient là et que l'autonomie soit au rendez-vous. Et ça, c'est pas évident. Et souvent, quand on veut avoir une finesse aussi, eh bien, le bloc photo, fatalement, est un peu en retrait. Et là on arrive à la limite de l'exercice, parce que tu le vois chez... Là, pour le coup, c'est pas une technologie de batterie qui va changer les choses. Hein. Non. Clairement pas, tu le vois, alors par exemple sur les smartphones pliants de Honor ou de Samsung, qui sont extrêmement fins, ils font même pas 5 mm d'épaisseur. Une fois qu'ils sont ouverts, donc d'une finesse record, le problème c'est que pour avoir un volet photo pertinent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un bloc qui dépasse de quasiment un demi-centimètre. Et ça, c'est très difficile à dépasser parce qu'un capteur et une optique, ça prend de la place. Et si on veut vraiment des bons résultats, ça prend encore beaucoup de place. Il faut accepter ce compromis-là. Et ouais. Écoute, merci ma chère Laure. Merci Chrono, c'est un plaisir d'être là avec toi. Merci à vous dans le chat de nous avoir suivis. Merci à Carlito. Merci Carl. Comme d'habitude, ici à Beaugrenelle, on va retrouver Sabrina qui va nous expliquer comment on fait des photos portraits au smartphone de qualité. Donc n'hésitez pas à venir, vous qui êtes à Beaugrenelle, si vous voulez apprendre à faire des photos avec votre smartphone. Et puis moi je vous dis sur le chat à très bientôt. On se voit, on est quel jour? On est samedi, c'est ça? Je perds le rythme. Je t'avoue que la semaine est un peu longue, je perds un peu le fil, mais on se revoit la semaine prochaine sans doute. Alors oui, moi pas lundi et mardi parce que je suis loin, mais à partir de mercredi tu peux compter sur moi. Et puis vous retrouverez lundi JB, peut-être. Ou Raphaël Benteo, je sais pas. Quelqu'un de sympa sans doute. Si c'est Raphaël un peu moins, mais si c'est JB ça va. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ce matin, ce midi, oh là là, je dis n'importe quoi. T'inquiète. On se voit bientôt. Ouais, carrément. Très très bientôt. À bientôt. Salut, c'est ciao. Ciao.